Internet, le téléphone portable, les cartes bancaires, toutes ces technologies contiennent des masses d'informations confidentielles, un véritable butin pour les cybercriminels qui, paraît-il, prospèrent. Préjudice subi par les entreprises dans le monde l'année dernière, 1000 milliards de dollars. Mais je vous le disais dans les titres, la menace peut être encore plus grave lorsque des États sont attaqués. Avant d'en parler avec notre invité, nous voyons ce reportage dans un laboratoire de sécurité informatique à Laval qui travaille notamment pour l'armée française. Bertrand Boyer, Jean-Christophe Duclos. Voici à quoi ressemble un virus informatique lorsqu'il passe à l'attaque. Une modélisation graphique réalisée par cet expert en sécurité informatique à partir de ces milliers de lignes d'information que compte un virus. Une nouvelle méthode pour contrer ces codes dits malveillants qui infectent les réseaux. Ça permet de comprendre plus rapidement ce que le virus est en train de faire, notamment au moment les plus forts de la propagation, et donc de plus rapidement mettre à jour les antivirus ou les programmes chargés de la désinfection. Éric Filliol dirige un laboratoire high-tech de sécurité informatique au sein d'une école d'ingénieurs. Ce jour-là, ses étudiants tentent de concevoir un supercalculateur pour simuler une attaque informatique de grande ampleur. Est-ce que ça serait pas intéressant de faire un petit script qui permette d'explorer tous les nœuds actifs? Objectif, tester des antivirus, mais aussi tenter de casser la sécurité des entreprises qui le leur demandent pour mieux se protéger. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir la vision de l'attaquant. C'est-à-dire d'essayer d'être aussi imaginatif, je dirais presque tordu, que peut être l'attaquant, parce que ça nous donnera peut-être une chance d'inventer avant lui certaines attaques, et donc de se préparer pour se défendre. C'est en permanence un challenge, puisque il y a toujours des personnes pour créer de la sécurité et d'autres pour montrer qu'on peut la détruire, et du coup c'est quelque chose qui s'arrêtera jamais, et ça reste amusant, on va dire, en permanence, quoi. À deux pas, Nicolas noircit son tableau de formules. Ce jeune chercheur explore les mathématiques pour cacher des informations dans des supports inattendus comme des images ou des vidéos. Un moyen pour les entreprises de transmettre discrètement des données sensibles, mais pas seulement. Ça vous permet par exemple de lire vos mails en toute sécurité, d'aller à votre banque, que personne ne prenne votre code confidentiel. Bien sûr, ça sert à l'État à passer des communications à l'armée. Le laboratoire travaille d'ailleurs pour l'armée française, en quête de ses savoir-faire pointus. Et ce n'est pas un hasard. Le lieutenant-colonel Éric Filliol a passé 20 ans sous les drapeaux à développer ces techniques. Une collaboration qui s'avère prometteuse alors que risquent de se développer les cyberguerres. La France s'autorise, alors sur des conditions qui restent à définir, à utiliser éventuellement l'informatique dans un but offensif, comme arsenal élargi d'un arsenal conventionnel, et c'est un besoin stratégique que la France dispose d'ingénieurs très bien formés dans le domaine et au fait des techniques les plus récentes. En tant que sous-traitant de l'armée, ce laboratoire privé devra bientôt contrôler ses accès pour être apte à traiter des dossiers classifiés secret défense. Invité de ce 12-13, Nicolas Pagian, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes un spécialiste des questions d'intelligence économique. Alors quand on lit votre dernier livre, on se dit que vraiment on est très très loin de la fiction. C'est la réalité, il n'y a pas un jour sans qu'il y ait une attaque sérieuse sur le réseau. Internet, en fait, meuble notre quotidien, et ce qui veut dire que c'est l'occasion de multiples attaques dans notre vie quotidienne, puisqu'on l'utilise pour nos conversations personnelles, on l'utilise pour notre travail, on l'utilise pour lui confier nos données bancaires, et donc c'est autant de points de faiblesse possibles. Alors que l'on soit une grande entreprise, que l'on soit un particulier, souvent quand il y a des un État. C'est ce que vous dites. Parce que les cyberguerres existent. Oui, bien sûr, puisque c'est la possibilité pour les États de mener des opérations à l'encontre d'autres gouvernements. Un exemple. Tout en n'ayant pas assumé les responsabilités juridiques. Je prends l'exemple de ce qui est arrivé en Estonie en avril 2007, qui est la principale grande attaque qui est intervenue. L'Estonie est un État extrêmement numérisé. On va bientôt voter par téléphone portable lors des élections législatives. Et effectivement, là, alors je vais mettre beaucoup de guillemets, il semblerait que la Russie ait mené des opérations à l'encontre de l'Estonie en prenant le contrôle des systèmes d'information des principaux médias, des grandes entreprises estoniennes et du gouvernement estonien, en remplaçant notamment, et c'est symbolique, mais les pages d'accueil des sites gouvernementaux, notamment par des portraits d'Adolf Hitler. Alors ce qui change dans ces cyberguerres, c'est qu'on peut être tout petit
et s'attaquer à un gros État. C'est le judo, effectivement. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être de la même taille, d'avoir une armée de taille comparable. Et c'est plus, comme l'a dit très justement Éric Filliol dans le reportage, c'est une histoire de créativité et d'imagination. Il faut à un moment essayer de trouver le moyen de rentrer dans le système adverse. En clair, vous pouvez avoir un système informatique très bien protégé. Il suffit peut-être à ce moment-là de laisser traîner dans le parking d'une entreprise ou d'une organisation des clés USB par terre. Un salarié, un peu curieux, va la ramasser, va se dire tiens, qu'est-ce qu'il y a dessus, va le mettre sur son ordinateur plein de bonne foi, et en fait à l'intérieur il y aura un petit logiciel qui aura permis de pénétrer le système d'information grâce au code d'accès gentiment mis par le salarié un peu curieux. Selon vous, nos démocraties sont menacées? Alors toute organisation est menacée, c'est-à-dire que la guerre, la cyberguerre porte sur se repose sur deux pieds. D'une part, la maîtrise des réseaux. Je peux prendre le contrôle à distance de vos systèmes d'information, soit pour les surveiller, soit pour les maîtriser et les neutraliser. Et également, le deuxième pilier, c'est l'information. Faire en sorte que les informations qui circulent, je les contrôle, éventuellement, je les censure. C'est ce qu'a fait, par exemple, le gouvernement chinois il y a quelques semaines avec YouTube, qui a purement et simplement fermé l'accès à YouTube, considérant qu'il y avait trop d'images relatives au Tibet sur ce système, sur ce site Internet. Et donc, purement et simplement, il a été décidé d'interdire l'accès à partir du territoire chinois. Alors, malgré les risques que vous décrivez, je prends l'exemple de Barack Obama, quand même, qui a eu l'autorisation, finalement, c'était devenu une affaire d'État, d'utiliser son BlackBerry à la Maison-Blanche. Donc, est-ce que c'est si grave que vous le dites? Alors, oui, finalement, on a les moyens de lutter contre Il a utilisé un appareil qui est un BlackBerry. La seule chose, c'est qu'il a été extrêmement, simplifié, puisqu'il ne peut avoir que 10 correspondants, il ne peut pas recevoir de pièces jointes, et il ne peut pas transférer les emails qu'il reçoit. Alors, effectivement, il a l'appareil en main. Ce n'est pas un BlackBerry comme il l'avait alors qu'il était uniquement candidat. La France a elle aussi été menacée? Alors, la France a même été victime d'attaques informationnelles, c'est-à-dire le fait de campagnes de dénigrement, de mobilisation sur Internet, notamment au moment des JO. Et là, on a pu soupçonner des intérêts chinois, mais je mets beaucoup de précautions puisqu'il est très difficile d'apporter la preuve. Et des attaques, prenons un exemple, même si ce n'était pas l'objet d'une attaque délibérée, au début de cette année, les Rafales de l'aéronavale française ont été pendant quelques temps très rapides empêchés de décoller, et il a fallu très vite basculer sur un système de secours, puisque l'informatique, notamment du ministère de la Défense français, avait été affectée par un ver qu'on appelle Conficker, qui a atteint beaucoup d'ordinateurs, mais qui a également atteint les ordinateurs du ministère de la Défense. Pour terminer très vite, parce que vous êtes un spécialiste, donc je ne peux pas ne pas vous poser une question sur Adopi. Le texte contre le téléchargement illégal a été adopté définitivement cette semaine. Bonne ou mauvaise chose? Alors, je ne me prononce pas sur le fond de la loi. Par contre, le fait de faire reposer une loi sur une technologie, en l'occurrence le fait d'aller chercher l'adresse IP, c'est-à-dire la plaque d'immatriculation de l'ordinateur, n'est peut-être pas une bonne idée, parce qu'il existe d'ores et déjà des logiciels gratuits, très facilement trouvables, qui vous permettent, en fait, comme si vous alliez sur cette autoroute, à chaque fois en changeant de plaque d'immatriculation. Donc, la règle risque d'être d'autant plus facilement contournée qu'elle n'est pas techniquement robuste. Merci beaucoup, Nicolas Arpagian. Je précise que votre livre, donc La cyberguerre, vient de paraître aux éditions Vuibert. Merci. Une image de